This podcast is brought to you by HEC Paris. Bonjour à tous, bienvenue à HEC. Avant de commencer, je voudrais juste dire deux choses. Première chose, je n'ai pas de planche. Alors n'y voyez ni paresse ni malice de ma part. Simplement, l'overdose d'un professeur qui n'arrête pas de faire des planches tous les jours. Et puis le fait que mon sujet est un sujet peu technique. Et je voudrais plus parler aussi, si vous me pardonnez l'expression, aux tripes. Et donc, avoir votre contact visuel m'aidera beaucoup. La deuxième chose, je voudrais que vous me pardonniez ma voix. J'ai utilisé 2 pots de miel, 43 citrons. Elle va beaucoup mieux, merci. Et vous savez ce que c'est qu'un professeur qui a perdu sa voix? Ce n'est plus qu'un chercheur. Voilà. Alors, je voudrais juste d'abord parler 2 minutes de ma chaire. Effectivement, c'est une chaire Social Business, Entreprise et Pauvreté, qui a 2 coprésidents. L'un est Mohamed Younous, pour les pays émergents, la pauvreté dans les pays émergents. L'autre est Martin Hirsch, pauvreté dans les pays riches. Elle a 4 sources de financement. Danone, je sais qu'il y a des représentants de Danone ici, merci. Schneider Electric, qui nous a rejoints en décembre, merci aussi. Il y a aussi ce que peu de personnes savent, c'est la Direction générale de la cohésion sociale qui nous aide financièrement. Et puis il y a des donateurs individuels, privés, qui veulent rester anonymes. On fait 3 choses. La première chose, c'est de l'enseignement. On a un programme de 100 heures sur 2 mois, avec, pour la petite histoire, pour la première fois cette année, des étudiants de Polytechnique et d'AgroParisTech. Appel aux candidatures pour l'an prochain. On fait de la recherche. Je vous en parlerai dans un instant. Et on fait aussi ce qu'on appelle un action tank, c'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises pour des expérimentations en France pour réduire la pauvreté. Voilà. Mon sujet est RSE, responsabilité sociale de l'entreprise et innovation. Je voudrais le cerner encore plus en parlant de lutte contre pauvreté et innovation. Je crois que c'est encore plus intéressant pour vous. Et j'ai 2 nouvelles. Une mauvaise pour certains d'entre vous et une bonne pour tout le monde. La mauvaise nouvelle, c'est que l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, est de plus en plus concernée par la lutte contre la pauvreté. Et je sais que certains d'entre vous diront, ce n'est pas le job de l'entreprise. C'est pour ça que je dis, qu'elle le veuille ou non, l'entreprise sera concernée demain plus qu'aujourd'hui, et on le voit déjà hier moins qu'aujourd'hui ou aujourd'hui plus qu'hier. Petit historique très très rapide. Si on se déplace, on s'en va de ce beau campus et ce beau plateau de Saclay et qu'on va vers Poissy, un promeneur au XIVe siècle qui se promenait du côté de Poissy, il aurait vu une chose dépasser, c'est la fantastique collégiale de Poissy. Et c'est bien le synonyme qu'à l'époque, le pouvoir spirituel était sans doute le pouvoir le plus important. Disait Victor Hugo, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et puis, le même pour montrer l'importance de la charité dans l'ensemble des religions et montrer que c'était le pouvoir spirituel qui, effectivement, s'occupait largement des populations pauvres. Et puis, le descendant de ce promeneur, au XIXe siècle, toujours à Poissy, qu'est-ce qu'il aurait vu dépasser? Il aurait vu dépasser le château de Villiers, magnifique château. Et là, c'est bien sûr, ça montre la montée en puissance du pouvoir politique et les politiques pour la lutte contre la pauvreté, bismarckienne, beveridgienne, vous les appelez comme vous voulez, le welfare state, etc., etc. Et là, la citation qui me vient en tête, c'est celle de Mandela. Lutter contre la pauvreté, ce n'est pas un acte de charité, sous-entendu, ne mettez pas là de la religion, c'est un acte de justice. Et donc, ce sont les pouvoirs publics, locaux, nationaux, transnationaux, les organisations mondiales, etc., qui se sont occupés de la lutte contre la pauvreté. Et maintenant, vous le savez,
mais je vous le rappelle, et c'est peut-être effectivement une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, c'est que la lutte contre la pauvreté concerne maintenant de plus en plus les entreprises. Et notre promeneur, toujours à Poissy, aujourd'hui, vous et moi, si vous promenez à Poissy, la chose qui dépasse, c'est bien sûr ni la collégiale, ni le château de Villiers, mais c'est Peugeot SA. Et c'est un symbole qui montre l'importance du pouvoir économique, la montée en puissance du pouvoir économique et le rôle de plus en plus important que les entreprises auront dans la lutte contre la pauvreté. Alors la bonne nouvelle maintenant, je vais prendre à boire. Excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que la lutte contre la pauvreté est source de mécanismes de création de valeur et notamment source d'innovation. Il y a 5 mécanismes de création de valeur qu'on peut identifier quand on regarde pourquoi est-ce que les entreprises s'occuperaient de lutte contre la pauvreté. Premier mécanisme, c'est l'accès aux ressources, license to operate. Ça permet aux entreprises effectivement d'avoir accès à des ressources qui sont détenues par des collectivités locales ou nationales. Prendre un tout petit exemple de Danone en Égypte, le fait de développer un projet de social business que je définirai dans un moment en Égypte a permis à Danone d'avoir accès tout simplement à des terres pour construire une usine, chose qui aurait été difficile si Danone avait présenté un aspect maximisation du profit pour les actionnaires. Je vais rapidement parce que je voudrais aller assez vite vers l'innovation. Le deuxième mécanisme de création de valeur, c'est bien sûr les ventes additionnelles grâce à une réputation qui toucherait la marque. Attention au greenwashing, attention au social washing, mais effectivement, on se dit que si les entreprises font un travail compétent dans la lutte contre la pauvreté, participent à ça, elles pourraient faire en sorte qu'une petite fraction des consommateurs paye un tout petit peu plus cher et que donc ça pourrait aller directement dans la top line de l'entreprise. Troisième mécanisme de création de valeur, c'est l'engagement des personnes qui travaillent dans les entreprises. Je ne sais pas s'il y a des personnes de EADS dans cette salle, je ne pense pas. Non. Le chiffre est public, c'est pour ça que je me permets de le citer. EADS, il y a 20% des personnes qui sont motivées, engagées. Le chiffre a été rendu public. C'est une catastrophe, un désastre pour EADS. Ça veut dire que 4 personnes sur 5 chez EADS, je ne sais pas quel est le chiffre correspondant dans vos entreprises, mais 4 personnes sur 5 chez EADS travaillent le moins possible, entre guillemets, et vont dépenser, entre guillemets, là aussi, leur intelligence, qui au club de foot local, qui à Amnesty International, etc., etc. Et le fait d'avoir des entreprises qui s'occupent de la lutte contre la pauvreté, ça permet d'engager, d'inspirer, inspiration, d'inspirer les personnes qui travaillent dans les entreprises. Et effectivement, quand on regarde l'impact que ça va au niveau d'une entreprise, ça peut être quelque chose de très très important. Le quatrième mécanisme de création de valeur, c'est la création d'un capital social. Le deuxième, je parlais de l'impact sur les ventes et sur la marque. Là, le capital social, c'est sur l'entreprise elle-même. L'idée, c'est de créer une espèce d'assurance en cas que, s'il se passe quelque chose de dramatique, et je parlais avec Michelin la semaine dernière, et les gens de Michelin me disaient, vous savez, on le sait, monsieur d'Alsace, un beau jour, il y aura un camion de 40 tonnes, équipé de pneus Michelin, qui loupera un tournant, qui se cognera contre une école et qui fera 40 morts. Et vous pouvez imaginer des scénarios catastrophes dans chacune de vos entreprises pour dire, voilà, il va se passer des choses comme ça, malheureusement. Quand il se passe des choses comme ça, avoir constitué un capital social depuis longtemps, et les résultats académiques sont là pour le montrer, une assurance qui peut avoir une valeur extrêmement importante. Et puis le cinquième, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est l'innovation. Lutter contre la pauvreté peut être un vecteur d'innovation extrêmement important. Et je voulais vous parler de 3 choses aujourd'hui. Premièrement, bien sûr, le BOP et ce qu'a fait Siki et Prahalad dans le domaine de l'innovation. Deuxièmement, je voudrais vous parler d'innovation inversée. Et troisièmement, je voudrais vous parler de social business. Premièrement, le BOP. Vous connaissez tous le livre « La fortune au bas de la pyramide ». Si vous ne le connaissez pas, je vous engage à le lire.
Son auteur, malheureusement, est mort, C.K. Prahalad. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que le premier titre du livre, ce n'était pas « La fortune au bas de la pyramide », titre excellent d'un point de vue vente, mais le titre de C.K. Prahalad, c'était « L'innovation au bas de la pyramide ». Et C.K. Prahalad a exhorté, il était très très malin, il a exhorté les entreprises à aller vendre et se développer, les entreprises riches du Nord, à se développer dans les marchés du Sud, marchés émergents, en disant « Allez-y, allez faire fortune ». Et en fait, vous allez innover d'une façon absolument remarquable. Pourquoi? Parce que vous mettez toutes les chances de votre côté. Vous êtes obligé d'innover, en fait. Créer la crise. Forcer l'innovation en disant, ben, vous savez faire un yaourt qui revient à 80 centimes, 1 euro, pour les yaourts les plus sophistiqués maintenant, beaucoup moins en fait. Eh bien, essayez de voir si vous arrivez à faire un yaourt qui coûterait 5 centimes. Voilà. Pari insensé, pari incroyable, pari qui force l'innovation, bien sûr. Donc, mettez-vous dans des conditions où vous êtes obligé d'innover. Alors, les travaux de Prahalad ont été relativement critiqués. Effectivement, d'un point de vue académique, il donne un certain nombre d'exemples qui ne sont pas forcément extrêmement substantiés au niveau académique et théorique. Il aurait eu le mérite de faire en sorte que beaucoup d'entreprises s'intéressent au bas de la pyramide. Et c'est ce qui a mené, je pense, quand on regarde l'évolution des idées, à l'innovation inversée, quelque chose d'extrêmement important à mon avis, qui prend à rebrousse-poil le principe général d'innovation tel qu'il a été mis en place depuis un certain nombre de décennies, qu'on peut appeler par un barbarisme absolument prodigieux, la glocalisation. Un mot valise anglo-saxon. Glocalisation, ça veut dire que vous faites d'abord un travail global d'innovation dans votre centre de R&D à Palaiseau, et puis ensuite, bien sûr, une fois que vous avez tous vos doctorants, vos chercheurs, vos PhD, etc., qui ont trouvé, eh bien, il faut adapter les produits aux spécificités de chaque marché, et notamment au marché des pays émergents. Et donc, vous faites de l'adaptation, d'où le mot glocalisation, vous faites de la localisation après avoir fait de l'innovation globale. Et la tendance qui se développe est une tendance extrêmement intéressante à mes yeux, qui s'appelle l'innovation inversée, reverse innovation, qui consiste à dire, et je reprendrai les paroles du patron de General Electric, M. Immelt. M. Immelt, il dit, nos concurrents, c'est pas faire injure à nos concurrents tels que Siemens ou Philips, de dire qu'on les connaît. On les connaît, on sait quels ils sont, on connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses, on sait se battre contre eux. En revanche, on ne sait pas se battre contre ceux contre qui il va falloir qu'on se batte demain plus qu'aujourd'hui, ce sont les géants indiens et chinois qui sont en train de se créer. Et pour ça, il faut qu'on aille en Inde et en Chine, non pas tant pour gagner de l'argent, la fortune de Prahalad, mais pour apprendre comment créer, développer, innover des produits qui sont compétitifs sur les marchés émergents et qui, par capillarité, vont de toute façon remonter au nord tôt ou tard. Soit ils monteront avec des géants émergents indiens et chinois, soit ils monteront avec nous. Et le cas qui a été un petit peu étudié, c'est le cas de la division médicale de General Electric, qui a développé des innovations, notamment pour les prises de pression sanguine, et un produit qui a été développé pour la Chine, pour l'Inde, et qui maintenant se vend comme des petits pains aux États-Unis. Voilà la deuxième tendance qui me paraît importante. Et la troisième tendance, c'est le social business. Social business, Mohamed Yunus. L'idée, elle est assez simple, elle est différente du BOP. Le BOP, on reste dans la même logique, qui est la logique de la main invisible, qui est de dire, il y a de l'argent à faire dans le bas de la pyramide. Social business, no loss, no dividend. Pas de perte, mais pas de distribution de bénéfices. Et l'idée, elle est très simple, c'est innover en vous donnant un espace de liberté supplémentaire, innover en vous affranchissant
de la contrainte de profit. C'est extraordinaire. Tous ceux qui sont en charge de l'innovation ici, j'imagine, écarquillent les yeux en disant « mais waouh, je pourrais faire un tas de choses si je n'avais pas cette contrainte de mon quartier général qui me dit il faut un retour sur investissement de temps ». Non. Mohamed Younous, il dit non, l'innovation, elle peut se faire dans le cadre d'un business social qui résout un problème social. Et bien sûr, en faisant ça, bien sûr, il y aura là aussi un phénomène de capillarité qui fera que vous allez trouver des innovations commerciales pour ce que vous avez développé dans le cadre de l'innovation d'un business social. Que Danone développe d'abord un social business au Bangladesh pour ensuite faire du BOP en Inde, Mohamed Younous trouve ça complètement légitime. Et donc l'idée, elle est très simple, elle est commencer par un business social. Affranchissez-vous de la contrainte du retour sur investissement, apprenez, et tout ce que vous avez appris, vous allez pouvoir ensuite le mettre en pratique pour cette fois-ci, pourquoi pas, développer des profits. Je voudrais développer deux exemples. L'un, il est extrêmement connu, c'est celui de Grameen Danone, pour vous montrer quand même tout ce que... Et Grameen Danone, qui est la formulation a été faite sur le plateau de Palaiseau. J'espère que les personnes de Danone ne me démentiront pas. Oui? Non? Dites oui. Oui? Vous dites oui? Merci. Grameen Danone, quand on regarde le retour sur l'apprentissage qui a été fait, c'est absolument fabuleux. Un petit chiffre. La dernière usine construite par Danone avant l'usine de Bogra au Bangladesh, c'est une usine qui a été construite en Russie, qui est simplement 100 fois plus grande que l'usine construite par Danone au Bangladesh. Dit autrement, l'usine de Bogra est 100 fois plus petite que les usines de Danone. Vous mettez dans un état d'esprit complètement différent. On ne va pas chercher le volume, on va chercher quelque chose de différent. On va chercher l'impact local sur le territoire. On va créer des nouvelles, on ne va pas créer de nouvelles technologies, on va utiliser d'autres technologies. Et ils n'ont pas parlé à leurs fournisseurs. Danone n'a pas parlé à ses fournisseurs traditionnels. Danone n'a même pas parlé à des fournisseurs chinois. C'est déjà un premier degré dans l'hérésie. Non, Danone est allé chercher des fournisseurs d'occasion en Chine. Deuxième degré dans l'hérésie. L'usine, dans cette salle, vous en mettez 4. Non, 3. Non, peut-être 2, j'exagère toujours, donc faites attention à ce que je dis. Micro-usine. Donc, première source d'apprentissage. Deuxième source d'apprentissage, le sourcing. On va travailler avec des producteurs locaux et donc on va apprendre à faire du sourcing, non pas en travaillant sur la poudre de lait, non pas en travaillant sur des ramassages laitiers extrêmement importants, mais on va faire du sourcing local, extrêmement microscopique, je dirais vache à vache ou presque, et on va apprendre comment rendre ça, si ce n'est rentable, au moins comment faire ça sans perdre d'argent. Troisième chose, et je pourrais continuer longtemps, mais je vais en citer quelques-uns quand même supplémentaires, innovation en termes de packaging, c'est ici qui a été, enfin, c'est là-bas qui a été utilisé pour la première fois, ou a été tenté d'utiliser puisque c'est un échec. Mais quand bien même ça soit un échec, c'est intéressant, le packaging par du PLA, donc un plastique recyclable, puisque Danone voulait faire en sorte que non seulement il y ait un impact social, mais qu'il y ait aussi un impact environnemental. Bon, ça a été un échec, c'est trop difficile à mettre en œuvre, mais ils ont tenté ça, ils ont appris. Biodégradable, non, pardon, pas recyclable. Quatrième chose, apprendre à commercialiser par des Grameen Ladies, vente en porte-à-porte, constitution d'un réseau de distribution de A à Z par des femmes qui vont aller de porte à porte vendre des yaourts qui sont vendus à l'unité, bien sûr. J'ai oublié, bien sûr, la formulation du yaourt, et je m'en excuse, mais formulation d'un yaourt enrichi, comment faire pour qu'un yaourt, vendre un yaourt quand même, reprenons ça, vendre un yaourt au Bangladesh, un yaourt qui a besoin d'une chaîne du froid, dans un pays qui, dans la température moyenne, est de 35 degrés, qui n'a pas de chaîne de froid, qui est un pays pauvre,
et qui se nourrit à base de protéines végétales et non animales, c'est là aussi hérétique. Et ça ne peut que créer que de l'innovation. Donc là, innovation. Première innovation, le yaourt Shoktidoy enrichi, formulation enrichie, qui, je pense, a donné plein d'idées. Et deuxième chose qui est en train de se faire maintenant, c'est le retour à la protéine végétale, grâce Danone qui a vendu l'U, Danone qui s'est séparé de sa R&D végétale en vendant l'U, et bien Danone revient à la protéine végétale grâce à une petite usine qui tient dans cette salle, qui est à Bogra et qui a comme objectif de nourrir, de combattre la malnutrition des jeunes Bangladeshis. Voilà quelques points, il y en aurait d'autres. Je voudrais donner un deuxième exemple. Non, ne montrez pas encore le modèle de fin. Je voudrais parler d'Essilor. Je sais qu'il y a des gens d'Essilor ici. Essilor participe à l'Action Tank d'HEC. On travaille avec des entreprises en recherche-action pour comprendre comment lutter contre la pauvreté en France. C'est bien beau. Et d'ailleurs, Danone a été challengé en disant c'est bien beau d'aider à combattre la pauvreté au Bangladesh, mais que faites-vous en France? Petit chiffre, on a 8 millions de pauvres en France. Voilà. Essilor a développé un programme, je peux en parler maintenant, c'est public depuis la semaine dernière, avec l'expérimentation qui va avoir lieu à Marseille. L'idée, c'est un social business expérimental qui consiste à revoir la chaîne de valeur complète pour pouvoir offrir un service de qualité aux personnes âgées qui touchent la CMU mais pas la CS, donc la couverture universelle maladie mais pas la complémentaire santé, et pour faire en sorte que des verts progressifs, malheureusement mon grand âge fait que moi aussi j'ai dû m'y mettre au port progressif, c'est un petit bijou qui coûte quand même 700 €. Quand vous êtes au minimum vieillesse, bien sûr, vous ne pouvez pas vous payer des lunettes comme ça. Eh bien, l'expérimentation a été lancée à petite échelle à Marseille, revoir complètement la chaîne de valeur, mettre dans le coup les assureurs, mettre dans le coup, on parle là aussi exactement ce que vous disiez, M. Midler, sur mettre ensemble l'ensemble des parties prenantes, les assureurs, les opticiens, les ophtalmos, etc., faire en sorte qu'on puisse revoir, je vous donne un tout petit exemple, certains opticiens de Marseille ont accepté d'être dans le coup, ils ont dit, ce qu'on peut faire, c'est d'accord, on rogne les marges, mais surtout, on va vous demander que ces personnes-là, elles viennent ni le mercredi, ni le samedi après-midi. Pour des personnes âgées, ce n'est pas un gros problème. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont des périodes qui sont très chargées à cause des enfants, à cause le samedi, à cause des personnes qui travaillent. Et donc, que les personnes âgées viennent tous les jours, hors le mercredi, hors le samedi, c'est une innovation qui est loin d'être des belles innovations techniques dont on a parlé jusqu'à présent, mais qui reconstruisent la chaîne de valeur et qui donnent un espace de valeur qui permet effectivement de baisser considérablement le prix des lunettes aux personnes âgées. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? On ne sait pas. On travaille, il y a trois expérimentations social business qui sont lancées avec nous à HEC pour le moment, avec Danone, avec Essilor, avec SFR. On a une quinzaine d'entreprises qui travaillent avec nous pour lancer des expérimentations et apprendre expérimentation après expérimentation. Je voulais terminer en disant deux choses. Premièrement, ces mécanismes de création de valeur, il faut les gérer. Ne refaisons pas le coup de la courbe d'expérience, la courbe d'apprentissage, où des entreprises se sont dit « je vais vendre moins cher que ça me coûte, mais la courbe d'apprentissage va me sauver, il suffit d'attendre et on va commencer à gagner de l'argent ». Les entreprises dont Texas Instruments se sont cassées la figure à cause de ça. Donc il faut gérer ces mécanismes, il faut apprendre de ces échecs, il faut avoir des mécanismes de remontée d'informations, et je dois dire que je suis émerveillé de la façon dont Danone fait ça. Deuxième chose, je voudrais vous dire que ça serait dommage de penser qu'il faut lutter contre la pauvreté uniquement parce que ça peut rapporter, parce que vous pouvez apprendre. Je voudrais vous dire qu'il faut aller au-delà du bénéfice instrumental, et je pense qu'on entre dans une économie qui est une économie à externalité positive, vous le savez. On passe d'une économie ancienne où le fait que vous achetiez une voiture me crée un inconvénient, puisque ça veut dire qu'il y aura plus de voitures sur les routes, et ça m'embête, plus de bouchons pour venir à Jouy.
à une économie externalité positive, où le fait que vous achetiez un téléphone, eh bien moi, ça me crée un avantage puisque je pourrais vous appeler alors que je ne peux pas vous appeler. On arrive à une économie d'interdépendance, on arrive à une économie, traitez-moi d'utopiste, où on aurait, j'emploie le conditionnel, de plus en plus intérêt au bonheur de l'autre. Rifkin vient de sortir son dernier livre où il parle de l'empathie et du grand retour de l'empathie. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, de faire en sorte de faire que la lutte contre la pauvreté ne soit pas juste un moyen pour gagner de l'argent, mais un moyen pour changer le monde tel qu'il est actuellement. Je vous remercie. Please visit us at www.agc.edu.